Avant de commencer, on va juste se représenter. Donc, moi, c'est Clara Garnier, je suis la chargée de mission patrimoine géologique au PNR Corbière-Fenouillèdes. Orient Batigny, du coup, chargé de mission géologie et ciel étoilé par moment au PNR des Pyrénées-Catalanes. Ce soir, nous allons vous parler de la géotraverse, qui est donc la mise en valeur du patrimoine géologique au sein de nos deux PNR. Alors, juste avant de commencer, on va se localiser dans l'espace. Où sommes-nous et qui sommes-nous? Donc, on est situé dans le sud de la France. Vous voyez sur la carte de France, vous avez deux petites montagnes rouges qui localisent nos deux périmètres de parc. Et pour repréciser aussi, après vous avez un zoom sur l'Occitanie et vous voyez aussi où on est par rapport à l'Occitanie. Donc les deux PNR un peu les plus au sud, proches de la frontière espagnole, côté bassin méditerranéen du coup. Juste une petite précision sur ce que c'est qu'un parc naturel régional. Donc un parc naturel régional, en fait, c'est une collectivité, c'est une structure qui est créée par le territoire pour le territoire. Et l'idée, c'est de protéger et de mettre en valeur des espaces ruraux qui sont habités, qui montrent des paysages d'une qualité certaine, mais qui ont des équilibres fragiles. Donc l'objectif, les PNR construisent des projets concertés de développement durable en lien et en se basant sur la protection et la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel. Donc l'idée, c'est d'aider les territoires ruraux avec un développement économique et social de ces territoires, tout en conservant la richesse patrimoniale et en respectant les enjeux de biodiversité qu'on a chacun sur nos territoires. Juste un petit zoom sur chacun de nos parcs pour que vous voyez un peu quels sont les grands enjeux de chaque parc. Donc, au niveau des Corbières-Fenouillèdes, donc on a un territoire de 99 communes sur à peu près 176 000 hectares. Et on a un de nos enjeux qui est en fait de faire de la haute valeur patrimoniale préservée et reconnue, donc un moteur de développement. Et dans ce patrimoine, on a bien sûr le patrimoine géologique. Et donc l'idée en Corbières-Fenouillèdes, c'est d'utiliser le patrimoine géologique pour aider le territoire à se développer. Sur le côté Pyrénées-Catalanes, nous, on a 66 communes. On est répartis sur 3 bassins de vie. Les Hauts-Cantons avec le bassin de Cerdagne et le Cap-Cyr, qu'on va voir tout à l'heure quand on fera la visite. Et puis le Conflent, qui est une partie un peu plus basse et collée à la plaine. Nous, par le biais de la charte, qui est le document qui permet de mettre un peu tout le monde d'accord, le parc s'est fixé de miser sur ses patrimoines naturels pour construire son offre touristique. Une offre touristique qui doit bien sûr être compatible avec les enjeux de préservation et les espaces fragiles dont Clara a parlé tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est pour pouvoir valoriser ces patrimoines et notamment le patrimoine géologique d'un point de vue touristique, on utilise le canal du géotourisme. Donc le géotourisme, juste pour un petit rappel, c'est un tourisme qui repose en fait sur la valorisation d'une destination selon ses attraits géologiques, géographiques et socio-environnementaux. Et donc, chacun de nos territoires, que ce soit en Pyrénées-Catalanes ou en Corbières-Fenouillèdes, on a nos spécificités. Et donc, on essaye d'utiliser le géotourisme pour les mettre en valeur et développer ce géotourisme sur nos territoires. Alors, pourquoi on choisit le géotourisme? Et tout simplement pour instaurer, on va dire, l'esprit de la géotraverse. Donc, comme je le disais, on a chacun de nos spécificités paysagères qui peuvent être communes, mais aussi complémentaires. Et en fait, ces spécificités, elles sont conditionnées du coup par la géologie de nos territoires, vu qu'on est vraiment, pour les Pyrénées-Catalanes, dans la chaîne axiale, dans la haute chaîne des Pyrénées, et Corbières-Fenouillèdes, on est sur les piémonts pyrénéens. Donc, on a une géologie assez contrariée, on va dire, qui nous structure nos paysages. Et donc, l'objectif, c'est, grâce au géotourisme, c'est de mettre en place des actions qui permettent donc 3 choses. De décloisonner le patrimoine géologique en le mettant en lien avec les autres patrimoines, de démystifier aussi cette géologie pour sensibiliser sur la beauté, la fragilité et la richesse du patrimoine géologique, et aussi de décrypter, c'est-à-dire de rendre accessible le patrimoine géologique, ou du moins les géosciences, à tout un chacun, en permettant du coup la compréhension de la géologie par la médiation scientifique. Voilà, donc c'est un peu l'esprit de la géotraverse et c'est un peu ces 3 grands axes qu'elle véhicule. Alors, comme le disait Clara, tout se base sur le fait que parmi la multitude de paysages qu'on croise sur les 2 parcs, on va à la fois avoir cette diversité et puis en même temps cette cohérence. On va faire une histoire géologique très simplifiée, juste pour expliquer la cohérence de ces différents patrimoines. C'est que nous, sur les Pyrénées-Catalanes, on va avoir les roches du socle, les vieux terrains
paléozoïques, hein, qui ont été complètement abrasés par l'érosion et qui ressortent du coup à ce niveau-là. Et puis, on va passer progressivement en allant vers les corbières sur des terrains de plus en plus récents à travers les terrains plissés des corbières. Fenouillède. Du Fenouillède, pardon. On va rencontrer le petit massif, petite reprise paléozoïque du massif du Moutoumé, et puis on va partir vers les bassins d'avant-pays jusqu'à la fin, aux dernières rides pyrénéennes, à la montagne d'Alaric. Donc, c'est là que, quand on travaillait ensemble au début et qu'on se disait, bon, ce serait bien de mettre en valeur notre patrimoine d'une même manière, on s'est dit, pourquoi pas relier justement ces parties les plus anciennes aux parties les plus récentes par un sentier pédestre. Et c'est comme ça qu'est née la géotraverse, qui est un sentier en fait, qui permet de parcourir l'intégralité de cette coupe, qui est ici simplifiée, et de retracer toute l'histoire des Pyrénées depuis ces roches les plus anciennes jusqu'à ces terrains les plus récents. Pour ça, on est parti sur un itinéraire qui s'est axé sur des itinéraires qui sont déjà fréquentés de manière à pouvoir leur ajouter une plus-value géologique. C'est pour ça qu'on s'est basé sur les itinéraires super célèbres du GR10 et du GR36 pour pouvoir rajouter justement cette donnée géologique et expliquer les différents paysages croisés là-dessus. Parce que 600 millions d'années, ça use les souliers. Donc, on va passer maintenant à la partie sentier et rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, cette géotraverse, c'est effectivement un sentier pédestre qui s'appuie, comme on vient de le dire, sur le GR10 et le GR36 avec leurs différentes variantes et autour desquelles on va essayer d'avoir une mise en valeur touristique qui est essentiellement appuyée sur le paysage comme étant une porte d'entrée ou un livre ouvert vers les différents patrimoines. Parce qu'en fait, la géologie, c'est vraiment le dénominateur commun à l'intégralité des patrimoines, que ce soit l'aspect terroir, que ce soit les activités humaines avec le patrimoine minier, le bâti en pierre sèche, etc. Ça va être tout un ensemble de matières premières qu'on va retrouver à travers l'architecture romane, par exemple, chez nous, qu'on va retrouver dans la pierre sèche côté Corbière-Fenouillède. Voilà. Donc, cette géotraverse, elle est constellée de différents sites d'intérêt qu'on va appeler des géosites ou alors simplement des sites patrimoniaux quand ce sont des sites patrimoniaux. Et puis, on va s'appuyer sur une offre touristique déjà existante de manière à ne pas partir de zéro et à inclure le plus rapidement possible les personnes ressources dont on a besoin. Alors, quels sont ces objectifs? Effectivement, c'est mettre en valeur les paysages, d'instaurer ce dénominateur commun, et surtout d'animer les professionnels autour d'un itinéraire et d'une thématique fédératrice. Ça, c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire que si on veut que cet itinéraire puisse vivre un jour, on a besoin des professionnels qui font déjà vivre le tourisme sur place. Alors, ça va être les restaurateurs, ça va être les hébergeurs, ça va être les accompagnateurs ou accompagnatrices en moyenne montagne, on va avoir les musées sur place, on va avoir les offices du tourisme, de manière à pouvoir relayer cette information et faire en sorte que les gens qui parcourent ce sentier puissent reposer sur une offre touristique, voilà, tout simplement. Alors, pour ça, on les fédère par le biais éventuellement de formation, ce qui se fait déjà de notre côté, ce qui va se faire très prochainement sur les Corbières-Fenouillèdes, de manière à ce qu'on puisse trouver de la documentation un peu partout et que tout le monde puisse parler de géologie et des liens entre la géologie et les patrimoines qui sont déjà sur place. C'est à travers ce travail qu'on va pouvoir structurer, alors le terme de destination, c'est le terme un peu technique, mais c'est simplement le fait de structurer un lieu où il y a un produit vivant sur place qui repose sur des professionnels. Et pour ne pas s'adresser qu'à un itinéraire et pour pouvoir rejoindre les différentes parties, on va s'appuyer sur la mise en valeur d'itinéraires secondaires, ce qui fait que la géotraverse, en fait, qu'on va vous présenter, c'est un axe principal, mais autour duquel vont se greffer plein d'itinéraires secondaires qui seront mis en valeur eux aussi, le but étant de fabriquer un faisceau d'itinéraires à but géologique. Alors, comment ça marche? On a fait un petit outil pour travailler. Pour l'instant, c'est un stade très administratif et institutionnel. Ce n'est pas la partie la plus fascinante, mais ça donne déjà une idée. C'est-à-dire qu'on a un itinéraire qui est découpé en tronçons de différentes couleurs et autour duquel on va pouvoir trouver des sites d'intérêt qui sont ici en rouge, des hébergeurs, des restaurateurs, des points de ravitaillement et des boucles secondaires comme ici, où on va pouvoir, à partir de l'itinéraire principal, faire une bifurcation et arriver sur des itinéraires, sur des points d'intérêt qui ne sont pas directement accessibles. Donc, sur la base de ce qu'Orion vient de vous présenter, donc ça nous a pris, c'est ce qu'on a appelé la phase de préfiguration pendant ces 2 dernières années. Donc, à partir de l'action, elle a été initiée en janvier 2021. Et donc, on a un accord de coopération qui a été signé entre les 2 parcs. Cette préfiguration, elle a permis en fait l'ancrage territorial du projet et c'est une programmation d'action qui a été soutenue par des aides financières de la part de l'Europe.
avec un financement leader et de la part de l'État avec un financement FNADT par le Commissariat de massif des Pyrénées. Donc, bon, c'est de la technique financière, mais voilà, c'est au moins on sait un peu d'où viennent les fonds. Donc, comme je le disais, ça a été 2 ans de concertation à différentes échelles, aussi bien territoriales, donc à l'échelle des 2 parcs, qu'à l'échelle locale. Donc là, on se positionnait plus à l'échelle des communautés de communes avec les communes. Et ça nous a permis donc de co-construire avec une pluralité d'acteurs, que ce soit des acteurs du tourisme, des acteurs des sentiers, ce qu'on appelle des experts en géosciences, donc qui nous ont aussi accompagnés sur le choix des géosites à mettre en valeur. Et ils nous ont aidés à construire en fait l'itinéraire, ou du moins l'axe principal de cette géotraverse. Et ils nous ont aussi permis de récolter une base de données sur la richesse patrimoniale qui serait intéressant de valoriser dans le cadre de ce projet. Voilà, donc là, l'objectif pour l'année 2023, ça va être de poser les bases de la mise en tourisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute la stratégie de mise en tourisme à poser, on a toute la stratégie de communication à définir, un concept marketing à développer, comme vous le disiez, Orient, avec cette idée de destination itinérance. Mais on a aussi une animation territoriale à poursuivre auprès des acteurs et des professionnels du tourisme. Et ensuite, on va continuer aussi la prospection et l'inventaire des boucles secondaires qui vont permettre vraiment de faire rayonner la géotraverse sur l'intégralité de chacun de nos parcs et peut-être même à l'extérieur des périmètres de parc et pourquoi pas aussi aller chercher d'autres structures. Et ensuite, on a toute la méthodologie de médiation géologique, d'interprétation paysagère et patrimoniale à construire. Donc, on a encore pas mal de travail là-dessus, vu que c'était juste une préfiguration jusqu'à maintenant. C'est pas pour cet été, quoi. Voilà. Et ensuite, on a donc les bases de la mise en tourisme. On a une communication autour de ce projet de géotraverse à déployer. Donc, on peut commencer dès cette année grâce à des outils promotionnels, puisque durant la préfiguration, en fait, on s'est doté d'une banque d'images grâce à un photographe qui est venu nous faire des reportages photographiques sur nos territoires. Donc, qui viennent imager le patrimoine géologique de chacun de nos parcs, mais qui est en lien en fait avec la géotraverse quand même. Et donc cette banque d'images, elle nous a permis de constituer une exposition photographique mobile et itinérante qui se nomme Déclic phanérozoïque et qui sera donc inaugurée le 31 mars prochain. Elle se constitue de 20 bâches pour une exposition extérieure, donc sur des formats A0, donc c'est des formats assez grands, et de 20 panneaux, là plutôt pour l'intérieur, et qui sont sur des formats A1. Et aussi, on a un panel d'affiches promotionnelles, tout est géojoli, donc vous avez les 6 modèles là sur la slide. Donc 3 affiches A1, 3 affiches A2, et là, elles sont à destination de nos partenaires pour commencer à promouvoir déjà le patrimoine géologique et petit à petit orienter vers la géotraverse. On vous a présenté le projet dans son essence, ce qu'il est, et maintenant ce qu'on vous propose, c'est de vous emmener sur la géotraverse pour une visite virtuelle, grâce à notamment certaines des images qui ont été acquises durant la préfiguration, et on va commencer avec les Pyrénées catalanes. Juste comme petit point technique, vous allez voir, vous avez un petit point rouge sur les cartes de localisation qui va se déplacer au fur et à mesure qu'on va présenter des images et qui va remonter du coup le long de la géotraverse. Alors, on a décidé de la prendre de la partie la plus ancienne à la partie la plus récente. Alors, globalement, parce que les objets ne sont pas du tout du plus ancien au plus récent. On va commencer avec le bout de l'itinéraire, la terminaison la plus au sud de l'itinéraire, qui se situe à la gare de la Tour de Carol. L'idée, c'était qu'on puisse aussi y accéder par le train, dans une optique d'itinérance. Et on va commencer cet itinéraire en traversant le bassin de Cerdagne, le fossé d'effondrement de Cerdagne, en fait, qui s'est formé à la fin du Miocène, sous l'effet de la fragmentation des Pyrénées avec l'ouverture de la Méditerranée, la migration du bloc Corse-Sardaigne. Donc, on a toute la chaîne qui se morcelle en fossé d'effondrement, le Roussillon, etc. Et la Cerdagne, qu'on a ici sous les yeux, qui est une grande plaine aujourd'hui assez urbanisée, malheureusement, et dans laquelle on va trouver beaucoup de céréales. Donc, c'est assez joli comme début d'itinéraire. Et on va rapidement rencontrer son remplissage, un remplissage plutôt hétérogène, torrentiel, avec des gros blocs plutôt bien triés par endroits, plutôt très mal triés par endroits, et surtout pantés pas du tout comme il le faut, parce que ça ne ressemble pas du tout à un remplissage de bassin, c'est pas très horizontal.
Ça vient du fait qu'on a la grande faille de la tête qui structure complètement la partie est des Pyrénées et qui morcelle en divers bassins et qui a affecté le pendage de ce remplissage-là. On va rapidement prendre de la hauteur sur les crêtes du massif du Puigmal. Et puis de là, on va commencer à percevoir les modelés glaciaires très récents qui ont affecté la jeune chaîne des Pyrénées, avec, vous le voyez en face, la somptueuse vallée glaciaire d'Angoustrine, qui tombe directement depuis ce plateau glaciaire, un véritable fiel, comme on pourrait le retrouver en Norvège, mais qu'on a ici à quelques pas de l'Espagne. Et on commence à apercevoir le fait qu'on tombe sur une originalité de la partie est des Pyrénées, à savoir qu'on a des montagnes qui ne se terminent pas par des sommets, mais par des plats. On a des surfaces d'érosion dont on va parler très prochainement. Alors, ces surfaces d'érosion donnent à toute cette partie est des Pyrénées un côté très doux et c'est très sympa de se balader sur ces crêtes. Ça vient en fait du fait que les premiers reliefs pyrénéens ont été totalement abrasés. En fait, il n'en restait pas grand-chose. Et les reliefs actuels sont dus à un soulèvement d'ensemble que connaît la région, qui est probablement, il n'y a pas de consensus encore, mais qui est probablement lié à des moteurs tectoniques profonds et qui vont porter l'intégralité de la région aux altitudes actuelles. Donc, on a des plats autour de 2800 mètres, ce qui est assez peu banal. Et puis qui contraste avec les formations récentes comme le massif de Montserrat, le conglomérat oligocène et Eocène qu'on a en face, et qui est très, très sculpté par l'érosion. On va croiser aussi, au fil de la Cerdagne, le sentier géologique de Hoyot, dans lequel on va pouvoir toucher du doigt les roches les plus anciennes des Pyrénées, qui appartiennent à un ensemble qu'on appelle la formation de Canaveil, qui remonte à l'Édiacarien, donc autour de 580 millions d'années. Et ces formations ont été affectées par la naissance d'une ancienne chaîne de montagne, la chaîne hercynienne, qu'on connaît dans toute l'Europe, jusque dans le nord de l'Afrique, et qui a dessiné des plis à toutes les échelles. Donc, on va les retrouver à l'échelle de l'objet, on va les retrouver en lame mince, on va les retrouver sous forme de plis déca, voire hectométriques, voire kilométriques par endroit. Et c'est assez joli d'aller les observer. Quand on continue, on quitte le fossé de Cerdagne avec le plateau de la Perche, un petit plateau pliocène qui nous offre une vue assez imprenable sur ce qu'on appelle un knick point, c'est-à-dire une rupture dans le profil en long d'un cours d'eau. En fait, vous avez le plateau qui arrive ici. Et puis d'un coup, il s'encaisse de 200 mètres. Alors, ce n'est pas très, très clair sur la photo, mais on a les affluents du fleuve qui irrigue le fossé du Roussillon à la tête, qui viennent se jeter là-dedans et s'encaisser de presque 200 mètres. En fait, c'est lié au soulèvement d'ensemble dont on parlait tout à l'heure et au travail de l'érosion régressive qui remonte depuis la mer jusque vers les reliefs et qui actuellement s'est arrêtée ici. C'est assez frustrant de s'arrêter très rapidement parce qu'on pourrait passer des heures sur chaque objet, mais on va essayer de faire ça au plus vite. Donc, cette formation de Canaveil, on va la retrouver un petit peu sur les hauteurs dès qu'on parcourt les sentiers. Et puis, on va la retrouver sur de grandes distances avec, tout à l'heure, on a vu des microplis. Ici, on va avoir des déformations quand même à plus grande échelle avec les différents bancs de la formation de Canaveil qu'on voit ici, qui sont parfaitement parallèles et qu'il ne faut pas confondre avec les schistosités qu'on va voir en face. On ne rentrera pas dans les détails, mais on va croiser des objets très récents. Ici, un cône de déjection à la Porteille de Mentet, qui est parfaitement identifiable. On va croiser beaucoup d'objets géomorphologiques, en fait, au final, parce qu'on n'a pas des terrains hyper affleurants. On a beaucoup de forêts, on a beaucoup de prairies d'altitude. Donc, on ne verra pas autant de cailloux que dans les Corbières. Mais c'est déjà très bien d'avoir des belles formes de paysages. Donc, au-delà de ces cônes de déjection, on va avoir aussi beaucoup de morphologie glaciaire, puisqu'elles ont beaucoup impacté les formes de cette partie-là de la chaîne. Alors, il y a un petit objet, un petit objet, non, ce n'est pas un petit objet, c'est un gros objet même. C'est qu'en fait, à la fin de cette chaîne de montagne hercynienne, à partir du Permien, la chaîne se démantèle en fait, et on a des fractures ouvertes, qu'on appelle des failles normales, qui laissent des vides, et ces vides vont se combler sous l'effet de circulation hydrothermale de filons de quartz. Et ces filons de quartz, qui sont plus résistants que le reste des roches à l'érosion, vont laisser apparaître au sommet des petits plats qui sont au-dessus du très joli village de Mentet, une sorte de dos de dinosaure comme ça en écaille, avec un filon de plusieurs mètres de haut qui parcourt l'intégralité d'un plateau sur plusieurs kilomètres. C'est ce qu'on appelle les escarres de Rancha. Et puis, en descendant sur le conflant, on va arriver sur la partie minière, en fait, parce qu'il y a un héritage minier qui est très important et qui est attesté depuis l'Antiquité. Le massif du Canigou est très riche en fer, sous l'effet à la fois de circulation hydrothermale lors de la fin de la période hercynienne, et puis sous l'effet d'une période beaucoup plus ancienne de remontée magmatique de l'épisode Sarde, pour les personnes à qui ça parle, pendant laquelle la différenciation des magmas qui sont remontés en profondeur ont produit des minéralisations ferrifères. Donc ici, on a un four à griller qui servait simplement à séparer
du minerai, la partie utile. En fait, c'était du minerai d'hématite, des scories qui vont être rejetées. Ça évite de tout transporter à dos d'homme jusqu'à la plaine. Voilà, donc là, on quitte le territoire des Pyrénées catalanes et donc la zone axiale, en fait, la haute chaîne des Pyrénées, pour lentement passer dans la zone nord-pyrénéenne qui est entièrement comprise par le Fenouillède, qui est donc une des parties du parc du PNR Corbière-Fenouillède. Et aussi, en passant d'un parc à l'autre, on passe d'une plaque tectonique à l'autre, puisqu'on a la faille nord-pyrénéenne qui passe pratiquement à la limite, au contact entre nos deux parcs. Donc, du coup, les Pyrénées catalanes sont sur la plaque ibérique et nous, Corbière-Fenouillède, nous sommes sur la plaque européenne. Et donc, le contact de cette faille se fait entre des granites et des calcaires qui sont devenus marbre. Et là, ce qu'on voit, c'est un chaos granitique qui se trouve sur le plateau granitique de Roquejalère. Et donc, on a ce chaos granitique qui a cette espèce de forme assez particulière de petit canard en plastique et qui peut être assez intéressant pour les enfants notamment. Et ça nous permet aussi d'expliquer ce chaos, comment le travail de l'érosion en fait sur les granites notamment. Ensuite, on avance dans la zone nord-pyrénéenne, on s'éloigne de la faille nord-pyrénéenne et là, on arrive au niveau d'un grand synclinal qu'on appelle le synclinal du Fenouillède, qu'il est possible d'observer depuis le sentier d'interprétation géologique des Hauts-de-Taïchac à Saint-Martin-de-Fenouillet. Et en fait, tout simplement, ce pli s'est mis en place lors de la collision des plaques tectoniques il y a à peu près 50 millions d'années. Ça a tout ployé. Donc, il faut savoir qu'avant, le cœur, donc là, vous le voyez évidé, on voit les villages au milieu, mais avant, il était rempli de marne noire, puisqu'on était sur un bassin assez profond. Donc, je vous laisse imaginer le volume de roche qui a été décaissé par l'érosion depuis le temps, pour nous laisser apparaître forcément le synclinal. On continue à avancer et on arrive à Bugarache. Donc là, on est sur le pic de Bugarache, donc ce pic qui est assez connu pour sa légende mystique et ésotérique de fin du monde en 2012. Mais en réalité, c'est surtout en fait un anticlinal. On devine un peu sa forme ici. Et en fait, c'est un anticlinal de front de chevauchement. On l'appelle la montagne inversée. Donc là, on a les calcaires de la zone nord-pyrénéenne qui viennent reposer sur les marnes crétacées, donc calcaire jurassique, marnes crétacées de la zone sous-pyrénéenne en dessous. Et en fait, le pic de Bugarache, c'est l'avancée maximale vers le nord du front de chevauchement nord-pyrénéen qu'on verra par la suite. Et c'est aussi accessoirement le point culminant des Corbières à 1230 mètres d'altitude. On continue à avancer et là, on se retrouve toujours dans la zone nord-pyrénéenne du côté de Saint-Paul-de-Fenouillet où là, on observe cette espèce de grande échancrure qu'on appelle la Clue de la Foux qui vient en fait entailler le flanc sud du synclinal du Fenouillède. C'est l'Agly, donc c'est un cours d'eau un cours d'eau majeur sur notre territoire, qui en fait montre son inadaptation, l'inadaptation de son tracé au relief qui l'entoure. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter l'espèce de grande gouttière qui lui était offerte par le synclinal, mais en fait il a tracé tout droit perpendiculairement dans le flanc pour aller se perdre après dans un massif paléozoïque, le massif de l'Agly d'ailleurs. Et il nous a découpé ça pendant pratiquement 30 millions d'années. Il s'est encaissé dans cette Clue de la Foux. Et de l'autre côté de la Clue de la Foux, donc en face, dans l'axe perpendiculaire, nous avons les gorges de Galamus. Donc là, c'est les gorges qui ont entaillé le flanc nord du synclinal du Fenouillède. Et donc là, ici, la Gly s'est encaissée sur une épaisseur de pratiquement 600 mètres. Et vous voyez ici donc, le prodige, le génie humain, puisque une route a été créée. Donc, il y a des voitures qui circulent sur cette route et qui permet de relier en fait, Saint-Paul à Cubières sur Sinoble en 15 minutes, alors que si on n'avait pas cette route, il faudrait prendre un détour de pratiquement 1 heure pour pouvoir passer d'une vallée à l'autre. Donc, l'importance de cette route, et ça a été construit dans les années 1840 à peu près. On se balade toujours et là, on va jusqu'au château de Peyreperthus, qui sont une de nos 5 citadelles du vertige qu'on a sur le territoire, actuellement candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quand on regarde vers l'ouest, à travers une des fenêtres du château, enfin fenêtre qui n'a plus de vitres, hein, bien sûr, il n'y a même plus de toiture sur ce château, mais on peut observer ce synclinal perché qu'on appelle de Saint-Jordi. Et donc, on le voit ici. Donc, ce sont des plis, pareil, qui ont été mis en place lors de la collision à l'origine de la formation des Pyrénées. On reste au château de Peyreperthus, mais cette fois-ci, on regarde vers l'est. Et là, ce qu'on voit, ce sont donc les écailles intermédiaires de la zone sous-pyrénéenne, ici.
Et ici, en sachant que le château de Peyrepertuis est lui-même perché sur une écaille intermédiaire. Et là, vous avez le front de chevauchement nord-pyrénéen. Et donc, c'est ce front de chevauchement qui, en avançant vers le nord, a fini par faire sortir ces écailles. Alors, il faut bien imaginer que tout ça, ça s'est produit dans le sous-sol, hein, sous nos pieds, et que c'est l'érosion qui a permis de faire apparaître ces écailles, puisqu'elles sont armées par des calcaires, donc une roche qui est plus dure que les marnes qu'on avait autour et qui ont été décaissées par l'érosion plus facilement, ce qu'on appelle l'érosion différentielle. Ça a commencé il y a 30 millions d'années, d'avoir ces paysages où on a l'impression d'avoir des déferlantes, enfin des vagues des vagues de pierre qui viennent s'écraser sur les reliefs. Donc là, on est à Duliac sous Peyrepertuis. On avance, on change de château. Là, vous voyez la silhouette juste ici du château de Quéribus. Donc, on va aller se percher en haut du château de Quéribus. Et là, ce qu'on observe ici, dans toute sa longueur, c'est le front de chevauchement nord-pyrénéen, donc la grande délimitation nord de la chaîne des Pyrénées qui va jusqu'à la côte basque et qui nous sépare donc à droite les Corbières, à gauche du Fenouillède avec les reliefs pyrénéens là qui sont en fond et qui nous sépare l'Aude ici à droite des Pyrénées-Orientales à gauche. Voilà, donc c'est ce front de chevauchement, symboliquement, c'est un véritable trait d'union entre les Corbières et le Fenouillède pour le PNR. Et donc, c'est cette grande crête-là que les gorges de Galamus qu'on a vues précédemment entaillent. On passe ensuite, après Cucugnan et le château de Quéribus, on passe dans les gorges de Paderne. Et dans les gorges de Paderne, on peut observer ces grandes failles normales qui ont été mises en place au Crétacé au moment du rift apto-albien. Donc, c'était il y a 100 millions d'années à peu près, quand on a eu un approfondissement brusque du bassin du domaine pyrénéen. Et en fait, c'est à ce moment-là que les failles se sont mises en place. Et dans les vides qui ont été laissés par les failles normales et qui ont été décaissées par l'érosion, puisqu'on est dans des calcaires, donc la karstification y va bon train, on a des bergeries troglodytiques qui sont venues se mettre. Et donc, on avait historiquement des bergers qui venaient parquer leurs moutons à cet endroit-là. Il faut savoir que c'est assez pentu quand même, hein, donc ils étaient courageux à l'époque. On continue à avancer et là, on se retrouve à Tuchan. Donc, Tuchan, c'est le village où est le siège administratif du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Donc, nous sommes au pied de la montagne du Toche, qui a cette espèce d'allure très caractéristique. Ça ressemble à une table, en fait. Donc, il y a une grande surface d'aplanissement ici. Alors, son origine est discutée encore. Donc, je vais mettre beaucoup de guillemets dans ce que je vais dire, mais il semblerait que ce soit une surface d'aplanissement qui soit héritée du Miocène, au moment de l'ouverture de la Méditerranée et des différentes incursions de la mer dans les terres. Et cette grande plaine viticole que vous voyez là, c'est en réalité un fossé d'effondrement qui est hérité de l'ouverture du golfe du Lion et donc de la Méditerranée il y a à peu près 25 millions d'années, où en fait on a eu des réactivations de failles de bordières des bassins et le fossé s'est effondré. Et ça fait le bonheur du coup des viticulteurs puisque les sols graveleux sont super pour la culture de la vigne. Ensuite, là, on se retrouve dans le massif paléozoïque de Moutoumé, dont on vous parlait au début, Orient. Et là, on est sur un ancien karst. Donc là, il faut imaginer comment ça, c'était sous nos pieds et que c'était le calcaire gruyère qu'on pourrait deviner en dessous de ce sommet-là, qui est le roc mutable. Et ici, c'est le rocher de Fenneprens. En occitan, ça veut dire femme prise, sous-entendu femme enceinte. Voilà, donc là, il faut imaginer que vous avez un karst qui est un grand château d'eau qui alimente en fait toutes les communes alentours de ce sommet, donc les communes des Corbières en fait, et qui aussi alimente les crues lorsqu'ils se vidangent. Et on va finir avec La Grasse, qui est un joli village médiéval. Et là, ce que vous observez, c'est ce qu'on appelle le roc de Cagalière. Donc, en fait, il faut imaginer que là, vous avez un duplex. Alors non, ce n'est pas un appartement sur 2 étages à la Grasse, mais bien une structure tectonique. Donc, c'est un duplex tectonique. Et là, vous avez 4 bancs qui sont issus d'un seul et même banc. Et ce unique banc, il s'est empilé sur lui-même à 4 reprises, sous lui-même même. D'où ces 4 bancs-là. Et ça, c'est un des témoins les plus récents de la compression pyrénéenne, donc autour de 40 millions d'années. Et en étant à la Grasse, en fait, on est passé dans la zone d'avant-pays. Juste avant, on était dans la zone sous-pyrénéenne. Et là, on est dans l'avant-pays pyrénéen et on est juste à la limite. En fait, on est aux portes de Narbonne et de Carcassonne. Donc, on est au niveau de la terminaison du bassin aquitain, donc sur le sillon audois. Et en fait, en gros, c'est les derniers reliefs pyrénéens avant de rencontrer de l'autre côté du sillon audois les premiers reliefs de la montagne Noire et donc du massif central.
On arrive au terme de ce voyage sur la géotraverse. J'espère que ça aura été pas trop compliqué et que ça vous aura intéressé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et merci pour votre attention.